Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois le président du Conseil de la Martinique. Non, c'est le PCM, président Conseil exécutif, M. Serge Letchimy. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour cette invitation et bonjour à toute la Martinique. Et puis ceux qui nous regardent au-delà de la Martinique, ils sont nombreux. Oui, je les oublie souvent à l'extérieur sur le plan national, mais international. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Monsieur le Président, le premier sujet dont nous allons aborder, c'est les problèmes de violence à la Martinique. Problème de violence, ce n'est pas la violence où, quand nous étions plus petits, en classe, on réglait nos comptes à 4 heures, après les cours, avec un coup de poing. Là, c'est des morts, c'est pistolets mitrailleurs, c'est des fusils. Et pratiquement chaque semaine, des meurtres, des enfants de 15 ans. En tant que patron, en tant que président de la Martinique, Monsieur le Président, comment vous vivez ça et qu'est-ce qui pourrait arranger, réparer? Je tiens à remercier Ezur TV de commencer par, et vous-même de commencer par un sujet qui doit être abordé de manière extrêmement solennelle. Je le dis en pensant à toutes les familles qui ont perdu des proches. Nous sommes à 16 en début d'année, mais on est déjà l'an dernier à un peu moins de 30, c'est 26 à peu près. Donc il faut aborder ça avec beaucoup de gravité et beaucoup de solennité. Je m'excuse de le dire comme ça. Je pense qu'il faut éviter qu'on tombe dans ce qu'on appelle la banalisation de tels drames. Et je sens une petite tendance, non pas une volonté de banalisation, mais que nous sommes saisis nous-mêmes collectivement d'une tentative de banalisation. Pour quelle raison? On se dit, mais pour quelle raison ça devient... En gros, on est en train d'attendre, quoi. Bon, qu'est-ce qui va se passer demain? Pour quelle raison? Je pense que les Martiniquais sont choqués. Et en état de choc, on ne réagit pas. Moi, je crains plusieurs choses. Premièrement, que les gens, voyant la faiblesse du pays, mais aussi de l'État, face à un tel phénomène, que les gens s'organisent. Ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Quand je dis s'organisent, c'est-à-dire peuvent aller jusqu'à certains moments, tout le monde porte l'arme pour se défendre. Et créer des milices. Oui, exactement. Il ne faut pas arriver jusque-là. Deuxième chose, c'est qu'on reste dans une situation, non pas de confort, mais d'abandon de soi-même. Et on dit, bon, yomo, quoi. Ce serait encore beaucoup plus grave. Ouais. Ce sont des êtres humains, des jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais il y a beaucoup de jeunes. Et c'est un drame mental, moral, physique, social, tout ce que vous voulez. Quand on perd, notamment des enfants qui ont 20 ans, 22 ans, 24 ans, c'est un drame, tout s'affaisse. Bon. Alors, moi, je voudrais donner de l'espoir et de l'espérance aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Et leur dire clairement, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas s'effondrer. Nous sommes victimes d'un trafic mondial hyper puissant. L'attaque est nucléaire. L'attaque est d'une violence rare. En gros, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on comprenne bien. Parce que je pense qu'il faut dire la vérité aux Martiniquais. Il faut leur dire, voilà la vérité. Clairement. Et assumer ses responsabilités. Mais ne pas se cacher sous la table par peur de quelque chose qui pourrait nous atteindre. Je parle de nous, élus politiques. Bien sûr. Donc il faut affronter le problème et clairement dire, il y a quelque chose de très grave. Le trafic de cocaïne a changé de camp et d'espace géographique. Moins les États-Unis qui ont trouvé des produits de substitution, et beaucoup l'Europe, et aussi une partie de l'Afrique, touchés plus par l'herbe que la cocaïne. Et les pays producteurs, qui sont des narcotrafiquants de très haute renommée, ont une puissance d'argent, de logistique et de frappe que des États n'ont pas. Les États concernés sont débordés et dépassés. Et ce qui se passe, c'est que la France, un des pays les plus puissants au monde, se trouve débordé. Et malheur pour nous,
on est dans la République, au bonheur pour nous, je ne sais pas, peu importe. Mais en la circonstance, nous sommes le point de contact avec l'Europe entre les Amériques et la France. Et pour ce narcotrafic de dimension mondiale, dont la valeur est estimée à 4 milliards d'euros sur le territoire national, hexagone et local, dont 450 millions d'euros qui circulent entre la Martinique et la Guadeloupe, je répète le chiffre, 450 millions d'euros, souvent sous la forme de blanchiment de toute nature, ça devient une bombe. Et ils ont besoin de cet espace intermédiaire que moi j'appelle hub, une sorte de plateforme qui, ça s'appelle techniquement par les gendarmes et les policiers, zone de rebond, et qui est utilisée comme zone de rebond pour aller en Europe, dans les deux sens. Parce que ici, on n'a pas un niveau de consommation de cocaïne, mais la drogue circule en échange avec l'herbe, échange avec les armes. Donc si on n'a pas compris ça, et puis on a peur, on ne lui dit rien, etc. Mais au plus haut niveau, on ne dit pas la vérité à la population, je vais donner un chiffre qui devrait choquer tout le monde. Ce n'est pas chiffre moi, c'est chiffre l'État. Parce que je sais que dès que c'est l'État, on écoute. Bon. Et 54 tonnes de cocaïne saisies l'an dernier, en 2024, sur le territoire national. C'est-à-dire l'Hexagone, Paris et consorts, Calédonie, Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique. Je précise bien. A-t-on dit moins combien de tonnes qui cavinent des Antilles? Au moins la moitié, je pense. 34 tonnes. 34 tonnes. 60%. 350 000 habitants ici, 380 000 habitants en Guadeloupe. C'est-à-dire 700 000 personnes. La France a coûté près de 70 millions, 68 millions de personnes exactement. Vous voyez la proportion du nombre d'habitants Martinique-Guadeloupe et la proportion nationale. Et que nous avons fait 60%, nous pas fait 60% des habitants. Donc l'impact de ce chiffre devrait réveiller tout le monde, mais vraiment faire bouger tout le monde. Paradoxalement, je ne dis pas que l'État ne fait rien, hein. Je ne dis jamais son langage-là. Mais l'État n'est pas au rythme de la gravité de la situation. L'État est en train de vider un océan avec une cuillère à soupe. Oui. Parce que je n'ai pas ressenti je ne parle pas de l'État local qui est aussi victime que nous, je n'ai pas ressenti de réaction en disant il y a un accident ou un meurtre que nous déplorons tous dans une banlieue ou dans une île française. Vous voyez une meute de ministres qui descendent, etc., pour proposer toute espèce de choses. L'exemple de Marseille. Nous, à 16 morts, là, il y a un monde qui vient. Ouais. Nous, à 16 morts en mai. C'est-à-dire, si ce rythme continue, on dépasse très largement ce qui s'est passé l'an dernier. On peut se contenter de ça? Pourquoi on ne frappe pas la main sous la table à l'Assemblée nationale? De quel droit on se tait pour ne rien dire à l'Assemblée nationale concernant une affaire aussi grave? Pour quelle raison on n'a pas une mobilisation la plus importante de l'ensemble des élus de la Martinique pour dire non, on n'accepte pas ça, que nos enfants soient tués? De quel droit on se tait? Pour quelle raison ce pays est livré à la légitimité de la violence et qu'on ne dise rien? C'est quoi cette histoire? Tirer sur quelqu'un, ça paraît une banalité aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on tue gratuitement. Et puis il y a un autre phénomène qui nous saisit à la gorge. Précarité sociale. 76 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Taux de chômage des jeunes toujours très élevé. Un budget d'État qui diminue. On a 900 postes PEC, programme et parcours emploi, c'est-à-dire les emplois aidés, oui. Parcours emploi compétences. 900 postes de moins cette année. Ça veut dire qu'on est 900 petits l'homme et petites filles qu'on peut aider au monde, à le moyen, qu'on ne peut pas aider encore parce qu'il n'y a plus de PEC. On est passé de 1980 à 2000 à 1100. Je prends cet exemple-là.
J'ai même écrit au président de la République, dit que c'est pas bien de faire ça, un truc comme ça. Dans un tel fonds de précarité, ces gens-là, vous les livrez à ce que j'appelle la circulation des 450 millions. Et quand vous avez en plus un port, vous savez combien de conteneurs que le grand port maritime contrôle? 0 conteneur sur 188 000 conteneurs. Je vous parle du grand port maritime, qui nous dit à juste titre que ce n'est pas le rôle. Et on demande à la douane de bien vouloir nous dire combien de conteneurs, je l'ai fait récemment à la préfecture, combien de conteneurs va contrôler patron de douane? Il me dit 3 chiffres, 300, 400, 900, et puis ce sont en moyenne entre 500 et 1000 conteneurs contrôlés. Donc elle dit combien contrôlés et conteneurs qu'a tourné? 188 000. Et on a prévu là un scanner mobile qui va contrôler peut-être 2000 à 3000. 2 à 3000 conteneurs contrôlés sur 188 000, mais sans passoire. Ou pas besoin de grand grec pour sans passoire. Et quand je dis qu'il faut mettre un portique d'entrée pour contrôler le maximum, soit tout, soit la moitié, soit le tiers, mais pas des 1000 à 188 000. On me brandit toute espèce de raison juridique, technique pour dire qu'on ne peut pas faire parce que c'est pas responsabilité. Et entre-temps, tout le monde a mangé grave, un conteneur plein, qui a circulé, mais c'est là qu'on compte. C'est la porte d'entrée, c'est là la porte de sortie. Alors, il faut avoir honte de le dire, avoir peur de le dire. Et l'aéroport, si la Guyane n'avait pas bouclé l'aéroport pour mettre ce qu'on appelle le scanner millimétrique, mais la Guyane a fermé ses portes, ils ont déporté ici. Hein. Et aujourd'hui, vous avez des enfants qui subissent des menaces, des personnes qui sont victimes de chantage pour transporter en disant croyant. Donc là, et on est spectateur, on regarde ça comme ça. Non, il fallait dire non. Et j'ai dit non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais quand vous écrivez, Monsieur le Président, au Président de la République française, vous avez l'impression qu'il n'entend pas ou qu'il fait semblant de regarder ailleurs. Enfin, il a une raison, il y a une réponse où où il n'y a pas de réponse, j'en sais rien, mais... Je le répète, la France règle le problème comme si on vidait un océan avec un tuyau à soupe. L'expression est claire, puisque simplement, ce n'est pas à la portée, à la hauteur. Je vous donne un exemple. Nous aurons 2 radars. Oui. On attend des radars depuis combien de temps? 16 ans. Tant pour 16 ans. Narcotrafiquants n'ont pas pour 16 ans. Hein. Ils ont pourri tout le monde ici. Ils ont un contact capital là, avec le Conseil des affaires. Hein, et ça va très vite. Les millions d'euros qui circulent là, c'est pas par chèque, je t'aime, virement, mais c'est... Tiens, on a un vrai problème de rythme et de gravité. Oui, l'État français a renforcé quelques pôles, les gendarmes, les douaniers, un peu la justice qui en a vraiment besoin. Enfin, un vrai renforcement de la justice, notamment sur tout ce qui est enquête concernant le blanchiment, etc. Je pense que le procureur de la République, le préfet, ils sont conscients de ça. On en a parlé dans des réunions de comité de pilotage. Je pense que tout ça, il y a des efforts faits. Et tous les policiers, gendarmes, douaniers, etc., ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais ils sont débordés. Là, on y a un cyclone à 300 km/h ou débordé. C'est ce qui se passe là, aujourd'hui. Donc, nous avons... Là, c'est le constat. Nous avons décidé plusieurs choses. Premièrement, on avait signé un contrat partenarial avec l'État, avec M. Darmanin, pour essayer de trouver des solutions sur le plan de l'éducation, de la formation, de l'insertion, de la surveillance des personnes, y compris, on sait que le trafic d'armes se fait dans la mer, où on a de vraies problématiques de liaison avec Sainte-Lucie, on le sait. On sait aujourd'hui qu'il nous faut absolument avoir des magistrats de liaison en matière de coopération. Le processus est engagé, mais là, il faut boucler le port. Donc, j'ai proposé à ce que le comité d'investissement du port que je préside, de droit, se réunisse sine die tout de suite pour trouver les 2 millions d'euros pour financer le portique. La collectivité s'engage à
à utiliser les fonds européens pour pouvoir financer une grande partie. Il ne faut pas y dire, mais maintenant, c'est régler le problème de l'argent. Le problème, c'est le problème du formatage du portique. Je préfère après des initiatives pour ça, la typologie de formatage. Nous sommes dessus. Je demande à tous les élus de la Martinique de me soutenir. Je demande à toutes les institutions locales, économiques, la bonne ceci, cela, chambre de ceci, chambre de cela, de nous soutenir et de ne pas faire le crap. Bon. De nous aider. C'est pas m'aider moi. Aider la Martinique. Aider la Martinique. Et de soutenir cette démarche-là. Tous ensemble, on dit il faut ce portique pour contrôler toute sa capacité. Il nous faut aussi fermer l'aéroport. Enfin, je dis pas fermer, c'est pas blocus, hein. Fermer, c'est-à-dire on met du scanner millimétrique, c'est-à-dire un scanner qui n'est pas ni rayon. Bon, de telle sorte qu'on puisse contrôler le monde qui entre et qui sorti. Parce qu'il y a un gros trafic qui se fait entre certains pays, notamment l'Afrique du Nord, avec la Martinique sur un échange d'herbes contre cocaïne. Donc on a des entrées et des sorties, et on voit arriver, et arrêter d'ailleurs, l'État fait un bon boulot pour l'aéroport, renvoyer des gens qui sont suspects. Mais quand vous avez des douaniers qui sont débordés, pendant qu'un contrôlant, mon 4K passé, et ils viennent me voir pour me dire que ça ne va pas, ils ne vont pas tenir. Mais il faut les renforcer. En fait, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas le coût du matériel au port ou à l'aéroport qui pose problème, c'est le coût de la logistique humaine derrière les appareils pour les traiter. Et les suites à donner à ça. C'est ça le problème. Donc c'est un problème de pénurie financière budgétaire dans l'État. Ben oui. Ben oui. Alors comment on peut dire ça aux Martiniquais qui nous regardent et qui nous écoutent, et puis on voit l'argent que M. Macron met pour l'Ukraine? Ça pose problème. Alors on ne veut pas dire qu'il ne fallait pas aider l'Ukraine, c'est pas ça, mais quand vous voyez les chiffres qui sont donnés pour l'Ukraine, c'est pas au cours de 100 millions, mon pas ça. Et puis, ce que vous demandez là, Monsieur le Président, ça, c'est sans commune mesure. Là, Monsieur le nouveau ministre des Dom-Tom, il est venu ici, il est venu en Guadeloupe, il a proposé des choses. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des paroles qui vont être tenues ou encore ces paroles en l'air? Je n'irai pas jusque-là pour dire qu'un ministre qui vient en visite à la Martinique dit des bêtises ou ne dit pas de bonnes choses. La seule chose que je peux dire, c'est que l'État boute. Tu connais l'expression l'État boute? Enfin, au bout. Oui, au bout. C'est-à-dire, on ne peut pas ir plus loin. Je pense honnêtement, il y a une absence de sincérité là-dessus, à la fois chez nous, d'abord, parce qu'on est tellement assimilés et qu'on considère que toutes les pensées et toutes les richesses intellectuelles ou d'initiatives peuvent venir que de Paris. C'est notre malheur à nous. Je vis ce malheur-là aussi. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être indépendantiste ou autonomiste, mais on ne peut pas quand même attendre tout de l'autre côté du bord. Bon. Et deuxièmement, au niveau national, pour moi, la seule très grande prétention de la France, c'est de nous maintenir comme espace géostratégique océanique, écologique, maritime, logistique. C'est le seul grand intérêt de la France. Il n'y a pas d'autre intérêt. Il n'y a pas je t'aime, je t'adore. Hein. Il y a une existence tant dans l'ensemble du monde. Vous savez que la France est le seul pays où le soleil ne se couche jamais. Ça veut dire qu'il y a sur tout continent, tout océan. Nous symbolisons ça. Ariane et la Guyane sur le plan spatial. La Polynésie qui fait l'équivalent de la France en surface maritime. Je vais vous donner un chiffre aux Martiniquais et Martiniquaises. Sur 11,7 millions d'océans, nous représentons, nous, ce qu'on dit abusivement, l'outre-mer, 97%. 97%. C'est pas 2%, c'est pas 50%, pas 40%, 97%. Et ça n'a pas de prix. Mais non, mais 97% où on vous apprend à ignorer l'existence de la richesse liée à ça. Donc, ça veut dire que la France aujourd'hui, c'est une gestion à distance, avec l'égalité des droits obtenus en 1946, qui est payée à hauteur de 22 milliards à 23 milliards d'euros, 2 milliards d'euros pour un ministère, ce qu'on appelle le ministère de l'Outre-mer, qui gère des choses particulières. Bon, je pense que ça, c'est un regard qui est de plus en plus distant, si on ne prend pas conscience de ça. Je suis autonomiste et pas indépendantiste, je suis pour qu'on reste dans la République, pour que ces choses soient claires, mais je pense que j'ai vu plusieurs ministres, mais ils me répondent les mêmes choses de gestion. La proportion de la crise en Martinique,
n'a rien à voir avec la catégorie, le rythme et le volume des mesures à mettre en œuvre. Ce qui fait que nous sommes en train de basculer dans une autre chose, une espèce de léthargie, d'attente, de fatalité qui plombe le pays. Alors qu'on a des gens hyper intelligents, hyper costauds, des jeunes, parce qu'on a en fait connecté nos champs d'intérêt personnels dans une attitude un peu générale de « bon comme ça ». Et quelles que soient les conséquences, y compris la perte de 3500 personnes par an de population qui diminue, une précarisation très très forte, on se contente de ça. Je pense qu'on peut être dans la République tout en étant dans notre zone, conscient des risques, avec le maximum de responsabilité. Certains parlent d'autonomie, mais un maximum de responsabilité pour qu'on puisse décider sur place localement. Si moi, je n'ai pouvoir pour décider, mettez scanner, je ne peux pas attendre 15 ans. Je peux faire en 2 ans. Si j'avais la possibilité de décider pour le port, parce qu'on n'a aucune espèce de responsabilité dans le port, hein, la collectivité n'a aucune responsabilité, sinon siéger au conseil de surveillance. Si vous voyez le conseil de surveillance de l'aéroport, on siège comme n'importe qui, si on entend d'un point de vue. La plupart des personnes qui gèrent l'aéroport au conseil de surveillance sont des gens qui viennent de Paris. Je répète, qui viennent de Paris, le ministère du budget, de ceci, cela, qui préside la direction du port. Donc on fait des gens gérer des affaires publiques sans aucun pouvoir. Et on nous a leurrés pendant longtemps pour dire, voilà les compétences. Mais quand on dit compétences sans pouvoir, on n'y a rien. Bon. Ce qui veut dire que, donc je propose des solutions pour moi sont extrêmement concrètes. Nous avons 40 points d'entrée de deal en Martinique. 40. Dont nos ports de pêche. Il va falloir qu'on sécurise. Donc je présente à l'Assemblée bientôt un plan de sécurisation anti-cocaïne, anti-trafic sous les ports qu'on va essayer de sécuriser. Je présente ce plan-là très bientôt et devant l'Assemblée de Martinique. Donc on prendra des initiatives seuls. Tout ce que l'État peut faire de positif, je pense que le préfet est très conscient de ces enjeux-là. On va travailler avec lui pour apporter localement des décisions. Mais l'histoire attendre de 8000 km la petite décision qui arrive, m'en finit ça. Mais, Monsieur le Président, est-ce que vous ressentez auprès des élus martiniquais la même volonté farouche que vous avez pour essayer de sortir le pays de ce pétrin-là? Oui. Tout le monde a paix. Voilà, c'est la réponse que je redoutais. Ouais, j'ai le sentiment d'une... Je ne parle pas que des élus, hein. J'ai vraiment ressenti la peur. Et ce qui est dramatique, et à la limite, humainement, on peut comprendre. Parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays-là. Quand vous avez autant d'armes qui circulent, vous pouvez craindre. Je suis désolé de le dire. Le premier combat qu'il faut gagner, c'est la lutte contre la peur. À la fois des responsables politiques, mais des responsables économiques aussi. On ne parle pas d'eux. Parce que c'est pas moi qui a fait. Tu as un problème de circulation d'argent, à moins qu'on soit hyper hypocrite pour dire qu'il n'y a aucune circulation de fric. Si on n'est pas hypocrite, on dit qu'il y a une circulation d'argent. Côté qu'a circulé. Mais oui. Bon, alors qu'il y a vraiment, il faut enlever cette peur. Il faut restituer à nos enfants le courage de voir l'avenir avec confiance et ne pas avoir à trembler. Donner aux mères de famille, aux pères de famille la possibilité de pouvoir aller dormir sans avoir peur que leur enfant ne rentre pas la nuit parce qu'il saute, il fait un zouk, fait un musicoï. C'est ça qu'il faut. Il faut redonner courage. Et j'ai demandé à beaucoup d'élus de s'organiser pour pouvoir faire un rassemblement extrêmement important pour lutter contre ça. Il faut que chacun s'exprime. Il ne s'agit pas que de conforter des postures et des positions. Nous sommes tous des victimes potentielles demain, y compris personnellement, y compris pour nos enfants ou nos proches. Donc il faut enlever cette peur-là. Oui, il y a un risque. On va me dire, il n'y a pas de risque. Oui, il y a un risque. Mais depuis quand les Martiniquais ne sont plus dignes de Romains ou de révolution ou de personnes qui décident de se battre, de Césaire Il faut que la conscience politique ne joue pas avec un électoralisme comportemental du surlendemain. C'est ce que c'est pas ça. Ouais. Il faut, ce que je dis en même temps dramatique, il faut se réveiller. Il faut faire face
faut dire non. Alors, vous savez, vous gérez un pays, vous ne pouvez pas tout faire, hein, vous faites ce que vous pouvez. Mais sur ce plan-là, il faut qu'on soit main dans la main, quelle que soit la couleur politique. Là, il n'y a plus de couleur politique. Il faut sauver le pays. Yeah. En France, une surveillante tuée dans un collège, un fait isolé, une dérive de la société. Comment ce genre de nouvelles-là, comme en France, un gamin de 14 ans qui poignarde une surveillante. J'ai l'impression qu'on est arrivé, comme vous avez dit tout à l'heure, là, nous bout. Hein. Oui, on a, en plus, bon, je disais nous bout, c'est le rapport entre la France et l'outre-mer. C'est arrivé, il y a un cycle qui s'éteint là. Et il y a une évidence qui naît, c'est le besoin de responsabilité locale, de retrouver une identité, une culture, un comportement. Oui. Mais là, il y a un autre phénomène qui arrive et qui m'inquiète beaucoup plus, qui est mondialisé. C'est pas seulement la France, c'est partout. Bon. C'est en Autriche, tout ça. La question du rapport au civisme, du rapport à l'éthique, du rapport à la morale. Cet effondrement-là est encore plus dangereux. Et ça conduit à générer ce qu'on appelle des automates sur le plan humain de comportements et qui sont dans des radicalisations qui ignorent ce que c'est que la vie. Le sens même de la liberté et de la vie humaine n'a plus de valeur. Aujourd'hui, on sent que ça se déprécie, alors que la vie humaine, le respect de l'autre, l'amour de l'être, je dis l'être, pas l'individu, c'est-à-dire à la fois sa composition de son âme, de sa personne, de son équilibre, de sa personnalité, je trouve que très honnêtement qu'on est en train de perdre l'arelle de l'éthique et de la ligne à suivre. Les montés tout jeunes, nous avons réglé les problèmes, et puis 2 chocs. Aujourd'hui, c'est avec un revolver. Ouais. Tout est dit. Certainement, les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement grave et continuent à faire jouer ce rôle-là. La violence. Installer la violence, le psychisme de l'enfant. Il y avait un autre phénomène, quand on jouait au football à Trenel, mes copains de Trenel qui m'entendent diront oui, c'est juste. Bougla qui était shooté trop fort et puis était pété vite l'école là, il tenait un problème et puis nous. Parce qu'on jouait dans la roue de l'école, on n'avait pas d'autre terrain. Mais on avait un tel respect pour l'institution scolaire qu'on évitait même de salir l'école. Peut-être pour ça on était aussi fort techniquement à Trinel. Là, je rigole. Hein. Et c'est parce qu'on ne peut pas accepter que la balle aille péter en vite, etc. Maintenant, non. L'école est bafouée. Et l'autorité de l'enseignant est bafouée, l'autorité parentale. Donc il y a un gros boulot où la modernité nous a rattrapés en créant un vide de conscience. C'est très, très grave. Et ce qui s'est passé là, et en France, peut se passer ici. Il n'y a pas très longtemps, une fois au Marin, on a tombé sur un truc comme ça. Deuxièmement, il n'y a pas encore très longtemps, heureusement c'était factice. Donc cela veut dire qu'il faut accompagner l'éducation nationale, les familles, la parentalité. Il faut vraiment faire des efforts dans ce sens pour éviter que ça devienne une banalité. Jacques Chirac a eu raison d'arrêter le service militaire, à votre avis? Je pense qu'il a eu raison dans un sens et il a eu tort dans l'autre sens. Il a eu raison dans un sens parce que l'état de guerre, c'est pas, pour le monde, c'est pas bien. Et ce que je vois qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui l'Iran et Israël, m'inquiète énormément. On est, de mon point de vue, très proche d'un grand mouvement. Est-ce que ça va s'appeler la Troisième Guerre mondiale ou pas? Mais on sent venir quelque chose de déstabilisant. Et en plus, comme vous avez des gens instables, psychiquement, psychologiquement, comme celui qui est aux États-Unis et celui qui est de l'autre côté là, en Russie, il y a des gens qui sont dans du dogmatisme inquiétant, radicalisant, dirigeant des pays à coups de WhatsApp, TikTok, ben comme ça. Bon, on devient fou. On a l'habitude d'avoir des personnes qui ont une dimension psychologique, une conscience politique bien calée, même si vous partez d'accord, et puis à droite ou à gauche, mais en Martinique aussi. Quand vous aviez des gens comme M. Marant ou M. je ne suis pas du tout d'accord avec, le Renard, shérif de Marigot, ce sont des extrêmes. M. Élysée qui est parti, bon, des combats politiques sur des idées. Et aujourd'hui, la conscience politique martiniquaise est au plus bas. On se dispute TikTok, on se dispute WhatsApp. Et c'est ça la politique aujourd'hui là.
Donc, on a une situation nationale, mondiale et locale qui, à mon avis, n'encadre pas ce qu'on appelle une philosophie de l'action politique, des affaires publiques. On est plutôt dans la gestion un peu entrepreneuriale de la vie sociale avec du troc quotidien, quelquefois. Ce que je dis est dur, mais c'est là une réalité. Je t'aime moi non plus, tu me donnes pas, etc. C'est un peu ce que c'est devenu. Depuis combien de temps vous avez entendu parler de socialisme, d'humanisme, y compris d'autonomie, de liberté, d'émancipation Vous n'entendez pas ça. Vous entendez qui s'est passé demain, qui sera barman demain. Bon, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, le travail à faire sur le plan de la psychologie politique est d'une importance capitale. Et la responsabilité des élus actuels, quel que soit leur rang, leur niveau national, local ou autre, est extrêmement importante pour remettre à niveau la vie politique martiniquaise. Quand on regarde les hommes politiques, tant en France qu'ici, vous avez cité quelques-uns ici, mais il y avait aussi en France des hommes politiques, j'ai envie de dire, qui avaient un très bon niveau, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est quand même inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, à la Martinique, on a l'impression que ça n'existe plus. Des hommes politiques peut-être de cette valeur, de ce niveau, il en reste très peu. Et une des choses que j'ai cru entendre et qui me semble être inquiétante, c'est que vous souhaitez abandonner la vie politique. Donc, c'est encore plus inquiétant. Parce que déjà, pas ni en l'eau, et si vous-même vous baissez les bras, là, je pense que vous allez être réquisitionné par la population. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... c'est flippant, Monsieur le Président, de voir le niveau des choses politiques ici à la Martinique. Ça fait peur. Je ne veux pas trop... Mais je sais bien que vous n'allez pas pouvoir vouloir me répondre. Je ne veux pas non plus très... vos affirmations vous appartiennent, mais je partage quand même quelque chose avec vous, c'est que le niveau est bas. Le niveau est descendu. Et la conscience politique est au plus fond. Moi, quand j'entendais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans parler politique par ma mère ou des gens à Trenel, au Gourmand, à Dosité, on voyait une conscience politique existait, une prise de position claire. Pas d'accord, mais c'est vraiment... Et avec des lectures, les gens lisaient beaucoup. Ils lisaient le journal, ils sortaient des idées, des valeurs. Et puis quand vous allez faire un débat politique, un discours, vous attendez des bagailles. Aujourd'hui, non, c'est clair. Et puis deuxièmement, je ne vois pas du tout de texte ou de prise de position éthique de haut niveau. On ne peut pas demander à tout le monde d'être Césaire, mais bon, quand même, on peut sortir des grandes lignes ou apporter des projets. Je prends un exemple. Et j'ai mené un combat incroyable pour reconnaître la pharmacopée locale. Oui. C'est-à-dire de richesse biologique. Remettre Bocaille. Ça a été peut-être le moment le plus chaud pour moi, difficile. Mais on a gagné. Et aujourd'hui, on a reconnu les plantes médicinales locales. C'est reconnu. On vient de faire un laboratoire qui s'appelle le CTBiome pour analyser, détecter et donner à des jeunes les moyens scientifiques pour pouvoir produire leurs produits de beauté ou leurs médicaments de la pharmacopée. Je prends cet exemple qui me semble... On a fait la loi sur l'indivision. Une loi qui n'est pas parfaite, ça c'est clair. Mais c'est quand même incroyable. Une belle avancée quand même. Ah oui, on est sorti du droit régalien d'État pour entrer dans une prise en compte de la réalité locale. Et cette loi est en train d'être réformée à plusieurs pays, je suis très content de ça. On a fait la loi sur la diplomatie territoriale. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'être à la CARICOM, d'être à l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe. Et tout le monde disait que ce n'était pas possible. Ah oui, impossible, etc. Donc ça, il faut véritablement. Maintenant, la question centrale qui s'oppose à nous... Mais vous oubliez les VHU. Oui. Vous avez fait aussi... Oui. De telle sorte, ce sera les concessionnaires qui ramassent les VHU. On voit quand même les résultats. En Martinique, il y a beaucoup moins de VHU. Ouais. Il y a des... Mon père d'écouter, ouais.
Mais il y a beaucoup moins. Il y a surtout beaucoup sur le terrain privé. Hein. Oui. Bon. Il y a beaucoup moins sur le long des routes. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Donc tout ça, c'est des batailles. Donc je ne fais que souhaiter, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes qui émergent. Mais je pense que la politique fait objet de trop de calculs politiques. C'est plus un pilotage de calculs opportunistes qu'autre chose. C'est dur ce que je dis, mais je ne peux pas dire autrement. C'est-à-dire, on a toujours le coup d'avant pour voir comment on va se placer, s'organiser. Il faut absolument revenir. Et tous ceux qui pourraient mettre en place des think tanks, c'est-à-dire des espaces de réflexion et d'écriture de la politique, seraient bienvenus. À mon avis, ça va permettre... Il y a des jeunes qui... Maintenant, la politique dit, attention, c'est pas ça maintenant, qui font ça dans les domaines du secteur de l'ingénierie du développement. Ça marche. Mais ils se sont réfugiés dans ça pour ne pas perdre le temps dans un espace politique clos, qui tourne en rond. Bon. Et dans l'ingénierie de la logistique, on a beaucoup de jeunes qui réfléchissent. Dans l'ingénierie du numérique, la pensée, quand je dis ingénierie, c'est la pensée, la construction du futur. Et dans la question de l'autonomie alimentaire, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent chez les agriculteurs, les jeunes, etc. Sur l'accès à la terre et la maîtrise de nos terres, il y a aussi des choses qui se passent. Sur l'écologie, sur le cinéma, et sur là, on vient de faire plusieurs jours de discussions, de négociations avec les acteurs de la culture. J'espère que ça va se conclure bien, parce qu'ils nous ont fait des propositions exceptionnelles. On a fait des propositions exceptionnelles. On devrait reformater la politique culturelle martiniquaise et moderniser grâce au travail d'ingénierie de la CTM, mais aussi des personnes qui ont participé à ça. Donc je pense que tout ça peut nous faire posséder l'idée de la responsabilité, de l'initiative, en démontrant qu'on peut avoir un minimum d'autonomie. Je ne parle pas du statut d'autonomie encore, je parle de minimum de savoir-faire et d'intelligence. Et ne pas attendre oui, tout de oui, Bwana. Arrêtons ça, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Quand vous faites ça, et vous montrez servitude et serviteur, vous penchez vers ce que la Boétie avait décrit au XVIe siècle comme la servitude volontaire. La servitude volontaire est dangereuse pour la Martinique. Il faut absolument qu'on accepte le marronnage intellectuel, qu'on accepte des décisions instituantes, des décisions des marqueurs comme la langue créole qui est une langue, c'est pas en sous-langue. Moi, pas jamais dit que la français passe en langue. Ma langue, c'est le français. Mais ma langue aussi, c'est le créole. Merde, faut pas exagérer. Dire ça, moi, je me sens criminel. Et faire voter ça par l'Assemblée nationale. Que la France me mette au tribunal, c'est ce qui a été fait. Que je garde mon gain en franc, en peine en foi, mais c'est pas grave. À la limite, c'est pas important, c'est du dérisoire. C'est fait. À partir du moment que l'Assemblée de Martinique a voté, c'est devenu officiel. Dans nos têtes. Il n'est pas officiel dans la République, mais officiel dans nos têtes. Ce genre de choses-là, ce sont des conquêtes. Quand Césaire dit un pas, un autre pas et encore un autre pas, c'est ça, pour remonter la pente. Parce que là, on nous a mis dans un abîme d'obéissance, de servitude, qui n'est pas bon. Donc il faut créer, et il y a de quoi créer. Sans la Martinique, sans la Guadeloupe, sans la Guyane, sans la Polynésie, sans la France, voit sa puissance mondiale diminuer de moitié. Ça veut dire qu'il y a un valet l'argent. Et ce n'est pas valet l'argent, on a négocié, puisque nous, dans la République, on paraît moins de la France paye moins. C'est une valeur éthique. Ce qu'on appelle, des grands philosophes comme Morin, Edgar Morin, la reconnaissance. On ne me reconnaît pas comme responsable. On refuse d'admettre que je peux créer. C'est quoi ce bordel-là? Je ne parle pas de médecine, de sciences, de technique, je parle de volonté publique, politique, pour développer un pays, protéger un pays. Ce qui fait dire qu'on tombe dans une espèce de carence de décision, et nous sommes les principales victimes de la carence, puisque le peuple là, pas qu'à préfère, c'est moins qu'à Ah là là. Encore un autre sujet chaud, je vais vous demander, Monsieur le Président, quelle est la situation financière de la CTM? On parle de trous. Enfin, vous pouvez peut-être nous expliquer. Parce qu'en réalité, vous les politiques, entre vous peut-être, lorsque vous faites les plénières, vous discutez entre vous, ça circule, mais le peuple martiniquais n'est pas vraiment au courant de la réalité
Et chacun, comme ça l'arrange, monte la tête des gens à sa façon, quand ça l'arrange. Donc, autant dire ouvertement là, à la télé. On remonte la pente. Oui. On remonte la pente, je répète, en pente. En pente, c'est pas en pente à 2 degrés, c'est à 30 et 40. On remonte la pente doucement. Et je l'ai fait avec respect vis-à-vis de l'ancien président, respect vis-à-vis de la Martinique. On n'a pas fait de ça en cancan. Quand nous sommes arrivés en 2021, on a trouvé un trou qui oscillait entre 187, 86 millions et 220 millions. Non inscrit au budget, non écrit. Bon, on a fait que si on était bon, trop, préfère mettre nous sous tutelle et puis moi et lui, je pas une pièce manette puisque j'ai dit qu'il a pris. Bon. Être sous tutelle, c'est pas. Donc on a décidé de mener le combat sous 2 plans. Premièrement, connaître réellement le niveau du trou. Parce qu'on peut arriver, ou qu'on sentir en bail, mais on ne pas connaître les détails là. Parce qu'on est arrivé depuis 4 jours. Et on a découvert petit à petit, dans le moins de détails. Je prends un exemple, c'est sur l'habitat, ce qu'on appelle l'aide à l'aménagement de l'habitat. On avait pour 23 millions d'euros d'engagement, de décision de subvention, pour 4 millions d'euros de recettes, de possibilités de paiement. Quand on prend 19 là. Je prends cet exemple, je peux prendre beaucoup d'exemples. Donc on a décidé d'aller progressivement, mais ce n'était pas ce qui était plus grave par rapport à ce qu'on appelle la situation budgétaire. Plus grave, c'est la capacité de dialoguer avec les acteurs, les formateurs, les ligues de football, les ligues, les acteurs culturels, les entreprises. Là, dans une situation comme ça, où Blue ne peut pas payer trop, il fallait mettre en place un dialogue permanent avec tous les secteurs, BTP, agriculture, etc. Et ça a pris du temps parce qu'on n'avait pas d'organigramme. 6 000 salariés sans organigramme. Je répète, 6 000 salariés sans organigramme. Parce que la CTM, c'est 4 300, 4 400 salariés et puis environ 1 500 dans les satellites. Ça te donne 6 000. Un budget énorme à gérer. Donc, il fallait absolument, pour être performant sur la gestion de la pénurie financière. Pas de l'argent, il faut faire quand même. Pour moi, faire comme on m'était apprendre à me faire, découper par petits morceaux. Je vais battre le temps, je vais battre à temps, je vais battre à temps. Ce que j'ai fait pendant 3 ans, ça a été très dur pour moi. C'est une souffrance terrible. Parce que vous voyez des gens qui en sont dans le boisé, qui sont honnêtes et qui attendent et qui ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas. Autrement, vous vous enfoncez encore plus. Donc cette phase-là est achevée, pratiquement. Ça commence à fonctionner. Le dialogue est rétabli, discussion. Parallèlement, il nous fallait absolument gérer les flux financiers par la performance de la chaîne de commande et la performance de la chaîne de paiement. Je viens de terminer la chaîne de paiement puisque nous avons créé ce qu'on appelle un service facturier commun avec la payeur pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite dans les paiements. Et la chaîne de commande, c'est quoi? Ou qu'à commande en bail, ça ou l'est. Tu veux faire un bâtiment, donc il te faut préparer les plans topo, les sondages, le permis de construire, le plan de l'architecte pour faire cahier là. On parle de décret en bâtiment. Je parle de cahier, c'est souvent en lycée quoi, ou en collège. Pendant les 3 ans qui se sont écoulés, comme il n'y avait aucun projet, à part le PUS, le pôle universitaire santé ou le lycée Chécher, on a pris 3 ans pour préparer les chantiers des 3 dernières années. C'est ce que j'ai. Exemple, il fallait assainir la situation pour pouvoir réussir ce qui était considéré comme une impossibilité, la consommation des fonds européens. Et les Européens qui sont venus contrôler l'usage des fonds ont même fait applaudir la salle en disant que la Martinique mène une belle bataille. Nous pouvons gagner définitivement. On a, au 31 juin, au 30 septembre et au 31 décembre, on a quelques petits ajustements encore qu'il faut absolument gagner, sinon on peut avoir des pertes. Bon. Tout ça, ça a été un grand effort. Aujourd'hui, parce que bon, parler du passé, c'est une bonne chose, je pense qu'on est correctement installé. Aujourd'hui, nous avons quelques dernières réformes à faire, à la fois pour des recettes nouvelles et des réductions de dépenses. Je vous donne des exemples. J'ai déjà donné ces 2 exemples sur ce plateau, mais je vous donne des exemples.
On y a une collectivité qui a payé 5,8 millions d'euros de loyer par an. Wow. Où il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas de pièce chemin immobilier. Chaque fois, on a besoin d'ouvrir un bureau ou qu'on loue un caille, quoi. Le loyer, la bourgade a loué 22 000 euros par mois. C'est le prix de la location que j'ai trouvé, certaines locations. 22 000 euros par mois. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Là, on a fait un plan immobilier pour repositionner les gens à la fois à Fort-de-France ou ailleurs. Et on est déjà descendu autour de 3,5 millions d'euros. Il va falloir descendre à 2 millions d'euros maximum, c'est-à-dire pour gagner 3,5 millions d'euros. En gardiennage, ça veut gardiennage au nid vigile. Premièrement, il vient nous donner 11 millions d'euros de dépenses de gardiennage. Vous entendez là? Annuel. Nous, bien sûr, il faut regarder, on ne peut pas garder. C'est précieux de garder des choses et c'est pour la sécurité des salariés. Il faut. Mais là, on mettait un monde à temps complet et au Carbet, Aqualand, qui n'existe plus, et qu'en bois, boisé, serpenté, ça n'a pas de sens. Bon. Donc, on a arrêté ça. On est descendu à 7 millions. 11 à 7. Là, on descend de 7. Et on veut atteindre 3, 3,5. Ça devient plus compliqué. Parce qu'il y a des habitudes qui se sont installées. Par exemple, le gardiennage des lycées et des collèges. Depuis non, on garde les lycées et les collèges. C'est très bien. Mais ce n'est pas notre responsabilité. C'est à l'État de garder les lycées et les collèges. C'est écrit dans les textes de loi. Pourquoi il n'y a pas écrit un texte de loi? Donc je dis à l'État, écoutez, je ne vais pas arrêter le gardiennage tout de suite, mais il faut qu'on dialogue. Parce qu'on va garder, on va payer moins. Où sont on va faire ça fort? On ne peut pas garder, parce qu'on ne peut pas faire un cadeau. Parce qu'en très peu de temps, l'État a diminué. L'État est très proche. L'État, vraiment, local, est très proche de nous. On discute. Mais on a des réductions. On participe, nous, un peu moins que les départements en France. On participe moins à l'effort national des 30 milliards, les 40 milliards d'économies à faire. Donc j'ai déjà, en très peu de temps, 80 millions d'euros déjà de moins, soit des surcharges par des indices qu'on a relevés sans me demander mon avis, le salaire, RSA ou autre chose, ou soit par des ponctions. Donc l'État, c'est 80 millions à peu près qu'on recherche, qu'il faut absolument trouver. On fait des économies. Donc je pense qu'en 2026, c'est un message que je souhaite passer, on sera encore mieux. Simplement, je demande encore un soutien des élus, mais un soutien du peuple pour m'aider. Et parce qu'on a, lorsqu'on sert et on maîtrise les financements, c'est qu'on a un moment où on y sent, on y s'étiche, mais chaque là, on a un petit manger, on ne peut pas dépasser les bons ans, et puis on y a qui a dit ça, non, il faut que payer moi en BMW tout neuf. On dit, pas en BMW, puisque l'argent c'est pour manger. Donc, pendant encore ces derniers temps, on dialogue, beaucoup pour répondre aux demandes. Et nous avons fait ce qu'on appelle un règlement financier nouveau qui donne les limites à chacun. Parce qu'il n'y avait pas de limite. Vous avez une possibilité de financer, je ne sais pas quoi, 500 aides à l'amélioration de l'habitat, mais tu reçois 2000. On y met 500 qui prennent là pour financer. Ce genre de choses-là, il faut arrêter ça. C'est pas open bar. C'est un truc. On peut dépasser le 10%, mais pas 3 fois le montant, on y a. Donc c'est l'apprentissage à la régulation. Et puis, dernière chose, il nous faut préparer l'avenir. Parce que c'est pas que de la gestion, c'est pas que boucher trou dans la rue, etc. Il faut propulser la Martinique vers l'avenir. On a des projets emblématiques, extrêmement importants. Un gros programme de lutte contre la pauvreté qu'on présente bientôt et en plénière, avec des moyens donnés aux personnes pauvres, les personnes qui sont en situation de beaucoup d'enfants. Migration retour pour faire le maximum de personnes revenir. On a déjà 627 personnes qui sont revenues, c'est-à-dire 230 familles, grâce au dispositif Migration Retour en Martinique. Alors, et avec la possibilité de les aider pour
trouver du boulot, etc. Généralement, ce sont des gens qui reviennent parce qu'ils ont trouvé un boulot. Mais on ne peut pas faire revenir des gens si on ne fixe pas ceux qui sont là. Donc il faut fixer les gens qui sont là. Nous avons mis en place ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en termes techniques et barbares. Ça s'appelle GPEC, gestion prévisionnelle, où on a ciblé, là, il y a une présentation qui se fera bientôt, c'est l'année prochaine, tous les métiers en tension. Parce que pendant nous n'y le chômage, nous n'y 2000 à peu près emplois disponibles qu'on ne prend pas. Donc il faut harmoniser formation, VAE, etc., pour trouver les jeunes, y compris pas diplômés du tout, mais qui sont hyper intelligents et très motivés, et les mettre en activité. Et le lien à faire à ça, c'est aboutir vers ce qu'on appelle un campus des métiers, une sorte d'université des métiers, qu'on va travailler avec l'université locale, la chambre des métiers, la chambre de commerce. Mais en attendant, on a besoin de météo en activité. Ça, c'est... Mais les infrastructures, ça, j'ai pris deux exemples. Il y a un exemple en matière de culture. On va livrer le premier conservatoire d'art et de musique des Antilles. Tu es musicien. Ça, c'est un à dire. Mais ça, il faut le faire. Le lycée Chalcher va accueillir en septembre le premier conservatoire de la Martinique. Donc ça, c'est du travail en infrastructure culturelle d'une grande dimension. C'est-à-dire les gens viendront du monde entier pour se faire former, non pas sur seulement la musique classique traditionnelle, mais sur notre musique belair. Sur notre musique, je pense à Victor Treff qui vient de nous quitter, que je lui ai rendu hommage. Bon, et que notre écriture musicale soit... Non, mais pas que de la musique, c'est du théâtre, c'est de l'art, c'est de l'art visuel, c'est aussi de la mobilisation. Et ce sera sanctionné par un diplôme d'État? Nous négocions avec l'État, c'est tout l'exemple. 6 mois et les un diplôme d'État, on me met tout de suite mécaniquement en face de moi le cursus de formation du diplôme d'État. Mozart. D'accord. J'ai rien contre Mozart et puis tous les personnes, mais il n'y a pas que ça. J'ai mon Mozart ici aussi. Bon. Je veux dire, il faut qu'on négocie avec l'État pour avoir un conservatoire régional, Martinique. Prenons la dimension universelle de la musique classique, si on parle de musique ou d'art, mais prenons aussi la dimension particulière de notre propre musique, de notre propre art. Et parmi les infrastructures, nous travaillons d'arrache-pied pour une nouvelle tranche du TCSP. On pense plutôt vers le Nord-Caraïbe, jusqu'à l'université, l'extension. Nous travaillons aussi sur le transport maritime, c'est un peu en panne ces temps-ci, objectivement. Nous travaillons sur la liaison Carrière-Brassy-Lorraine, l'extension du port de Fort-de-France, la construction du port de Robert. Nous avons ressorti le dossier de Pierre Petit pour le téléphérique au Mont-Rouge. Oui, qu'on relance l'étude, on repart. L'idée, c'est de dire, les 3 typologies d'exemples que j'ai fournis, disant, occupons-nous des malheureux qui ont plus besoin de nous, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de ceux qui ont de l'argent, mais privilégier ces gens. Installons la cohésion sociale en soutenant au mieux les associations dans le domaine culturel, le monde social et économique. Accompagnons le tissu économique de la manière la plus performante. Je pense qu'on a démontré là sur les fonds européens 14-20, mais les fonds européens 21-27, il faut être encore beaucoup plus performant. Et puis projetons la Martinique comme une lumière qui peut exister aussi et pas se laisser assombrir par tout et n'importe quoi. C'est ça qu'il faut éviter. Et créer l'espérance dans nos cœurs et dans nos têtes, ça peut permettre à la Martinique de redécoller, d'avoir une ère. Vous savez, le monde et l'humanité, c'est fait comme ça, c'est des cycles. Il y a des cycles de barbarie, des cycles de défaillance, et puis il y a des cycles de conquête. Là, je pense que la reconquête de la Martinique doit passer par la reconquête de nous-mêmes par nous-mêmes. Et être moins dépendant et être beaucoup plus actif. Alors, vous avez parlé de téléphérique de Pierre Petit, député, maire. Et c'est vrai que dernièrement, à la Dominique, ils ont inauguré un téléphérique. Et ça m'a fait penser à ce projet qu'ils voulaient faire ici. Et tout le monde disait que c'était impossible. On se voit bien maintenant qu'en réfléchissant, il était plus en avant que certains, quoi. On aura des débats légitimes par rapport à ce projet. Mais on a pris un exemple, il n'y a pas que ça. On a conçu des collèges, lycées, ça fait partie de notre boulot classique tous les jours, y compris entretenir. Moi, je trouve que nos routes deviennent de plus en plus acceptables. Bon, j'ai pas dit qu'il y a belle, il y a tranquille. Hein. Mais franchement, mon cas visiter un lot pays à côté, je vois bien nos routes commencent à... On commence à repeindre des GBA, ouais, les bouts de béton là, oui. qui étaient noirs, gris, dit ben, ouais. Donc on commence à donner
on va commencer à fleurir les carrefours bientôt. On a commencé des pistes cyclables. Donc, sur la partie infrastructure, on tient le coup. On se bat. C'est pas parfait, mais on se bat. Mais sur la partie vision du monde de demain et propulsion de la Martinique dans un champ mondialisé, il faut y être. Et le problème que nous avons, nous rapetissons la dimension de notre patrimoine et de nos projets au profit de l'emblématisation de la Tour Eiffel. Tu comprends ce que je veux dire? La seule beauté immense qui existe, j'ai pris la Tour Eiffel, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi à Rome ou à Washington. C'est d'une beauté surdimensionnée dans notre conception, qui nous conduit à diminuer l'impact de la beauté de ce que nous avons. La montagne Pelée, par exemple, le patrimoine historique, etc. Donc, cette ambivalence-là, il va falloir jouer avec. C'est pour ça que je ne néglige pas du tout le débat écologique sur la montagne Pelée. Il va falloir qu'on l'ait. On l'aura avec des associations, en toute honnêteté. Mais m'interdire de penser que la Martinique peut avoir 100 000 touristes de plus, ou 300 000 touristes de plus, 1 million de touristes de plus, parce qu'on a créé un outil exceptionnel d'attractivité touristique avec ce téléphérique, personne ne m'empêchera de le penser. Maintenant, la mise en œuvre verra. Mais il faut combiner protection écologique de la montagne Pelée et en même temps ça. C'est pour moi quelque chose d'une importance capitale. Vous avez parlé de lycée et de collège. Je me rappelle à une certaine époque, certains trouvaient que Camille Darcy en avait trop fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement, là maintenant, des années après, il en avait trop fait ou c'était nécessaire? Vous savez, Camille en a beaucoup souffert. J'ai vécu avec lui et surtout Édouard de Lépine a beaucoup soutenu. Je me rappelle un texte qu'Édouard de Lépine, voilà, des consciences politiques fortes, élevées, avait fait pour défendre Camille Darcière quand il présentait un budget à la région où on lui reprochait effectivement d'avoir fait trop de lycées. Camille, non, on n'a pas trop fait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et en construisant un maximum de lycées pour que nos enfants ne soient pas à la rue parce qu'il n'y a pas ni place dans l'école là parce qu'il n'y a pas ni. Bon, c'est tout. Donc maintenant, les choses ont changé puisqu'on a un cursus démographique beaucoup plus négatif. Donc il n'est pas question de ne pas tenir compte de ça. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous transformons nos espaces de lycée qui sont libres. On mène la bataille démographique. Hein. Si vous attendez sous l'État pour avoir une politique démographique pour l'outre-mer, on peut attendre longtemps. Parce que je n'en vois pas. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu une bataille de l'État. Je ne sais pas en train de critiquer ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je dis une bataille pour l'État pour diminuer la démographie par le Babylone, les années 70. Hein. Ils ont réussi. Hein. Vous savez combien la Martinique devait avoir d'habitants là aujourd'hui? 600 000. Vous savez combien il y a actuellement? 350 000. Vous savez combien il était il y a 10 ans? 400 000. Donc à peine 5 000 personnes par an. Soit morts, soit bâtis. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique démographique. Donc il faut absolument... et là, on tient compte de ces phénomènes. Retour, fixation, accompagnement à augmenter le nombre d'enfants par famille. Mais ça, c'est des incitations familiales, ça, politique familiale. Ce qui nous arrive, vous savez, la France va se réveiller parce que ce qui nous arrive depuis 10 ans commence à leur arriver au niveau national, le vieillissement de la population. Et là, il va y dégainer toute espèce de solution pour pouvoir régler le problème. Là. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, nous utilisons les espaces libres dans les collèges et lycées pour installer d'autres choses. Par exemple, l'école de l'imagerie. Si on ne s'était pas battu pour laisser ouvert le lycée de Saint-Pierre, qui est devenu un lycée sur le numérique, sur le design, etc., très intéressant. Il y a près de 500 à 600 élèves. Aujourd'hui, il est descendu à 100. Bon, là, on installe avec l'Université des Antilles, et je tiens à féliciter la présidence de l'Université des Antilles, mais aussi Philippe Joseph, qui mène cette bataille-là, d'une école sur la biodiversité, un institut sur la biodiversité, les océans et l'écologie. Cet institut qui va intégrer le secteur privé devrait créer une grosse dynamique, notamment sur la gestion de la mer, sur l'organisation et le développement. Nous ouvrons aussi, avec Pascal Safache, un institut d'urbanisme d'architecture pour qu'on puisse délivrer des diplômes d'architecte d'urbanisme localement. Nous avons ouvert en Martinique, mais comme les Martiniquais ignorent tout ce qu'on a fait de bien, ils vont aller dans le palais.
C'est tout ça qui n'est pas bon ou qui en erreur. Ça peut arriver qu'on fasse une erreur. Hein. Et c'est ça qu'il faut pointer. Je m'excuse, vous allez me dire que je suis un peu dur avec mes frères et sœurs de la Martinique, mais je dis ce que je pense. On a ouvert une école d'ingénieurs, l'INSA Lyon. Je l'ai initié, le président Marie-Jeanne a continué. Je dis, nous avons ouvert l'INSA Lyon. Il y a 24 élèves, d'ingénieurs. C'est remarquable. Nous avons mis en place une incitation au retour des étudiants en médecine. On a 40 qui sont concernés et qui reviennent en Martinique pour s'installer. Il y a beaucoup de choses qui se font. Énormément. Nous allons ouvrir. Moi, quand même, aller ouvrir une crèche. Comme on est 6 000 salariés, on est jeune, je dis comme ça, pour qu'on puisse vous mettre à l'aise, travailler correctement. On ouvre une crèche avec des horaires décalés. Et ça se fait pas loin de la CTM. Il y a une crèche Timoun. Il y a un monde qui dit ça. Ah, pourquoi créer crèche Timoun? Pourquoi pas créer crèche Timomaï? Ça m'a fait éclater de rire. Parce que Timoun, c'est Guadeloupe. Ouais. J'ai dit, c'est un petit clin d'œil à la Guadeloupe que nous faisons. Le mélange, notre langue a des ressemblances. On ouvre une crèche. Mais la CDM ne le gère pas directement, il y a concédé des gestions. Mais c'est pour montrer qu'on est véritablement dans une dynamique. Si on veut faire venir des gens proches de nous, des gens qui sont au niveau national, nos frères et sœurs, 2e, 3e, 4e génération en France peuvent venir, il faut y aller franchement. Il faut leur donner des conditions de vie qui soient acceptables. Alors justement, est-ce que les déserts médicaux, ce sont des choses de... C'est vous qui devez gérer ces problèmes-là? Non, nous n'avons... Non, je réponds mal. Nous n'avons pas ni pièce compétence en domaine de là. Voilà, ça c'est l'État, ça. L'ARS. Et c'est ridicule. C'est ridicule. On devrait avoir une compétence et des pouvoirs partagés avec l'État. C'est des aires médicaux, c'est l'aménagement de territoire. C'est garder depuis Grand-Rivière jusqu'à Sainte-Anne. Donc, cette dichotomie qu'il y a entre une responsabilité de l'État, qui est à 8000 km, et une irresponsabilité locale, qui est domiciliée localement, crée une parfaite ambiguïté. Il y a qu'à faire m'apporter problème des aires médicaux. Je n'ai pas de pouvoir là-dedans. On me donne les lycées et les collèges à gérer et on fait croire à la population que j'ai une compétence en matière de lycée-collège. Je n'ai pas de compétence sur les lycées et collèges, sauf la compétence des bureaux, des bâtiments, des locaux et des chiottes. Voilà la seule compétence qui est réservée régaliennement. Et les tatis? Pardon? Les tatis, les dames qui aident... Non, on parle du bâtiment. Du bâtiment. Maintenant, on me donne aussi la possibilité de gérer les salariés qui interviennent pour le nettoiement, etc., l'accompagnement, etc. Donc, vous n'êtes pas dans la pédagogie. On vous associe dans la pédagogie par une convention. Par exemple, pour le créole, une convention pour les maths, pour l'histoire locale, par une convention. C'est une convention signée entre la rectrice, le préfet et moi-même. Il faut dire que sur ça, on se met ensemble. On travaille bien. Hein. Je suis obligé de travailler bien, pas de choix. Mais je n'ai aucune responsabilité sur la pédagogie. C'est là où on vous trompe en vous disant que vous avez une compétence. Vous avez une compétence, vous n'avez pas la bonne compétence, la collectivité, pour être impliquée dans les actes pédagogiques, dans l'orientation pédagogique, beaucoup plus puissamment, pour asseoir la vision locale de l'éducation, et pas avoir une vision qui arrive que de l'extérieur. Alors ça se fait quand même, parce que quand vous avez un recteur ou une rectrice ouvert, ça se fait bien, ça se fait quand même. Mais souvenir mon qui regarde et puis gosier toute la journée, non, ça n'a pas fait. On voit les événements climatiques en Martinique ces jours-ci depuis quelque temps. C'est inqualifiable. L'aéroport qui est au niveau de la mer. En cas de tremblement de terre, en cas de tsunami, on n'a plus d'aéroport. Est-ce que le projet de Basse-Pointe continue? Oui, monsieur. On n'a pas lâché ça. On a fait une première présentation à la population. Il y avait près de 300 à 400 personnes à Basse-Pointe, avec Madame la maire et Marie-Thérèse Casimirius. Nous sommes dans une phase très technique, parce qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la question de la sécurité même de l'aéroport et des vols. Donc on est sur cette phase-là, parce que pour moi, il y a une ligne rouge. Hein, quand on fait ce genre de choses-là, s'il y a des risques de cette nature liés
au décollage, à l'atterrissage, au vol, cette ligne rouge, la franchirait pas. C'est normal, mais tout le monde qui nous même là. Cependant, c'est pour ça qu'on étudie, on a une réunion prochaine avec les équipes pour savoir techniquement si nous y allons. Mais sur le principe, la ligne est fixée, nous sommes toujours sur la construction de l'aéroport. On est dans les phases techniques. Et puis on a une autre phase qu'on regarde de très près, c'est l'exploitation économique de l'aéroport. Qu'est-ce qu'on va faire à l'aéroport? Et puis il faut qu'on porte 5 millions d'euros pour couvrir toutes dépenses par une pièce recette. Et ça aussi, ça fait réfléchir. Donc sur le plan financier, c'est pas très facile de construire un aéroport, de construire un espace spatial de décollage ou un port. Des grands ouvrages comme ça, c'est compliqué. Le TCSP, ça a été très compliqué. On a réussi un exploit. Nous sommes les seuls, Antilles-Guyane, à avoir un TCSP d'une telle qualité. C'est simplement parce qu'il fallait faire un coup de génie pour réaliser le TCSP. Et ça prend du temps, c'est compliqué financièrement, juridiquement, c'est techniquement très compliqué à mettre en œuvre, parce que vous avez l'exploitation et les infrastructures en même temps. Oui, nous sommes toujours sous cette ligne de l'aéroport. Et nous venons d'installer, on va installer avec France Taudiard, qui est aujourd'hui un heureux retraité, pour piloter, pour diriger le comité la commission de pilotage de l'aéroport de Basse-Pointe pour nous conseiller sur les avancées. Moi, je suis urbaniste, je ne suis pas spécialiste des aéroports. Vous avez fait un clin d'œil à la Guadeloupe en parlant de Crèche Timoun. Et en ce moment, les Guadeloupéens sont en train de réfléchir pour savoir s'ils vont faire comme nous, semble-t-il, ou est-ce qu'ils resteront Conseil général et région. Et oui. Alors, il semblerait que c'est 50-50. Enfin, les gens ne sont pas... Alors, évidemment, on n'a pas notre mot à dire, nous sommes martiniquais, mais qu'est-ce que vous en pensez en tant que... Bon, je n'ai pas l'habitude de m'impliquer dans les affaires de mes camarades et amis à la tête de la Guadeloupe. Et je les respecte beaucoup, Losbar et puis Monsieur Chalus et Harry. Et donc, je suis ça, bien sûr, tout près. Quand ils veulent, ils me demandent mon avis ou des conseils. Ils m'avaient même auditionné à distance une fois. Je pense honnêtement, nous avons déjà passé ce stade. L'expérience déjà. Donc on est capable de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc c'est ce que je l'ai dit d'ailleurs. Deuxième chose, ce champ-là atteint ne nous donne pas plus de responsabilité. Bien le noter. Alors que moi, fidèle à mes principes, à ma vision politique, à mon éducation politique, donc éducation césarienne, il y a des choses qui sont inaliénables et imprescriptibles. C'est la personnalité collective, notre culture, et surtout notre capacité à avoir un droit d'initiative très fort, pour qu'on ne soit pas infantilisé, ni par les États, ni par la France, ni par qui que ce soit. Donc nous sommes plutôt sur un champ conquête de progrès et de développement de la manière la plus harmonieuse possible. Je ne suis pas d'accord de sortir la République. Je l'ai déjà dit, et je ne suis pas d'accord d'imposer un dogmatisme de l'autonomie. Quand je dis imposer un dogmatisme de l'autonomie, c'est-à-dire m'aller le 74, m'aller ceci, cela. Non. Je pense qu'on peut négocier avec l'État un statut particulier et progressif. Voilà. Mais autour de la responsabilité majeure. La Martinique semble être de plus en plus sensible à cette question en voyant les carences actuelles que nous avons. Je prends l'exemple de l'eau. Aujourd'hui, si je peux me permettre, avec les travaux de Séguino que j'ai fait réaliser dès mon arrivée, on a fait Séguino qui traînait depuis 15 ans. Ces travaux de Séguino ont permis d'améliorer le flux d'alimentation d'eau de 100 000 personnes. Il faut être quand même honnête et de dire, moi, j'ai vécu les coupures, c'était des coupures tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, il y a quelque temps. Depuis quelque temps, on a beaucoup moins de coupures. Les coupures qu'on a, c'est des coupures techniques. Ça ne veut pas qu'on a réglé le problème. Ça veut dire qu'on a réglé le problème. Totalement faux. Ça veut dire qu'on a amélioré considérablement le problème par une technique simple, chercher des travaux majeurs à réaliser pour alimenter. Mais il nous reste encore un travail gigantesque à faire, notamment arriver à une autorité unique de l'eau.
réussir à ce qu'on ait une production sous une autorité pour n'a pas de cancan entre ceux qui sont propriétaires de la production, de la rivière, du système, qui sont en conflit avec, je ne vais pas nommer de nom ni de commune, mais on a vraiment une tension incroyable. Donc, pour cela... C'est un sacré combat, ça. Hein? C'est un sacré combat. Si jamais nous avions le pouvoir de décider sur la question de l'eau, je répète, sur la question de l'eau, ce n'est pas une question militaire, ce n'est pas une question de monnaie, ce n'est pas une question de défense de l'État français. Sur l'eau, si j'avais la possibilité de décider une loi votée, loi Bocaille, votée à l'Assemblée de Martinique, c'est 2 mois. Le temps de préparer, discuter, négocier avec les responsables qui sont au pouvoir de l'eau et faire voter. D'ailleurs, pratiquement tous les responsables ont déjà voté et pris position. 2 mois. Vous savez combien de temps nous allons attendre? 20 ans. Depuis qu'on a commencé à parler de ça, 20 années. Et vous pouvez pas les forcer un peu la main, comme pour le créole? Mais non, justement, c'est ce que je dis. C'est que le jour que les Martiniquais vont reprendre conscience politique et vont exiger qu'un problème comme ça doit être réglé localement, pas besoin d'être réglé par ailleurs. Qu'est-ce qu'on me propose? D'inscrire dans un texte de loi de passage l'autorité unique? On va attendre. Ça fait 3 ans qu'on va attendre. Nous élus en juin 2021. Ou me donner une habilitation pour faire la loi localement. Pour avoir l'habilitation, j'habilite M. Letchimy, enfin pas moi, j'habilite la CDM à écrire la loi pour créer une autorité unique locale, en sorte que ça regarde la Bourgogne. Mais oui, on peut faire ici à son loi applicable dans la Bourgogne, merde, franchement. Bon. Et puis, les autoriser pendant 3 années, 3 ans pour les autoriser, le cas bon durée de 5 ans pour pouvoir faire bailler. Mais comme on est en mandat de 5 ans, vous avez fini le mandat. Voilà un exemple ridicule. Entre-temps, quoi? Je suis obligé de trouver d'autres solutions qui consistent à fédérer les EPCI sur un financement destiné à éviter les carèmes durs, donc mettez l'investissement là où l'eau n'a pas à couper, et à préparer l'autorité unique de l'eau. Donc on va perdre 5-6 ans, c'est pour ça qu'on dit que la France boute. Mais nous boute aussi. Ouais. Bon. Et voilà un super exemple du quotidien de la vie des gens où on est bloqué. Simplement parce que ça va, ça descend. Je dis on est un ministre, demain on est l'autre cas, le contraire, demain on est le ministre, demain on est le ministre, etc. Et pour aller... et j'aime bien l'expression d'Adhémar. Le père Adhémar qui a dit comme ça. Il faut changer les choses, c'est pas normal. Pour PISSER, il faut commander l'état de l'autorisation. Tu te rends compte? Et l'expression est très belle. Il dit pour aller aux toilettes, il faut commander l'état de l'autorisation. On n'est pas dans un débat autonomie indépendante, on est un débat d'une espèce de lucidité, de normalité, et que l'État n'arrive pas à comprendre de son psychisme, parce que l'outre-mer, c'est une propriété intellectuelle, politique et géostratégique à tenir avec les 2 mains, les 2 bras qui font 8000 km pour tirer pas tête. Quand je dis tirer pas tête, tirer par cerveau. Par cerveau. Bon. Et pas la du tout pour pas bouger. Donc, voilà. Monsieur le Président, dernièrement, le ministre de l'Outre-mer semblait dire que le président de la République française l'avait mandaté pour chercher un consensus, peut-être pour lâcher un peu la Martinique, soit indépendance, soit une autre solution. Mais apparemment, il y travaillait. Bon, le président Macron n'a pas officiellement dit ça, mais le ministre de l'Outre-mer l'a dit. C'est écrit. Moi, je pense que... Je suis pas sûr. Je pense que j'ai lu cette déclaration-là. C'est plutôt un fake. Hein. Ah bon? Ouais, je crois. Je pense que c'est un fake. En fait, ça dit que Macron et Valls préparent l'indépendance de la Martinique, la Calédonie, et puis il y a un troisième, la Guyane, je crois, ou la Guadeloupe. Bon, honnêtement, je n'ai pas entendu dire ça comme ça. J'ai entendu, avec Valls, j'ai des désaccords qui sont extrêmement clairs. Nous nous connaissons très très bien, mais j'ai des désaccords avec lui sur certaines choses. Mais il a été relativement clair sur cet aspect vis-à-vis de nous.
Martinique, il a clairement dit qu'il est temps de revoir la relation paternaliste qu'il y a entre la France et l'outre-mer. Il a dit en toute objectivité. Ça m'a... je l'ai entendu le dire. J'ai eu un petit peu de doute quand j'ai entendu dire ça, parce que ça me paraissait comme une phrase qui pourrait être interprétée comme une phrase bateau. C'est quand même un mec qui a des capacités. Et donc, je serais heureux qu'il ne fasse pas que ses déclaratifs, mais qu'il passe aux actes. Parce qu'en ce qui nous concerne, l'appel de Fort-de-France est sans réponse claire depuis 3 ans et demi. Donc, ne pas répondre à plusieurs peuples de 7 pays qui demandent de revoir les relations avec le national parce que ça nous étouffe, ça nous tue et ça ne nous donne pas la possibilité de pouvoir faire émerger une conscience collective locale avec des projets que nous portons nous-mêmes. Je n'ai pas les... Mais Valls n'est pas responsable puisqu'il est là depuis quelque temps. Il y a plusieurs ministres qui sont passés auparavant. L'État ne nous répond pas. J'espère que dans les mois qui viennent, on aura des réponses claires. Peut-être que vous souhaitez nous dire quelque chose, parce que je n'ai pas posé la question. Ah, vous me surprenez. Généralement, on me fait comme vous bombarder de questions. Non, mais j'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Oui, mais bon. non, mais on peut y aller. Non, je pense c'est plutôt un message. C'est un message qui dit aux Martiniquais, n'ayez pas peur. Parce que la peur que nous vivons en Martinique est plurielle. N'ayez pas peur. Ne manquez pas d'audace pour pouvoir saisir vous-même votre avenir. Ça, c'est ça. N'ayez pas non plus peur par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport au narcotrafic. Faites face. Il ne faut pas se laisser faire. Nous allons continuer à exiger de l'État de mettre en place. Mais nous avons aussi une responsabilité, il n'y a pas que l'État, aussi à construire. Puis il faut éviter la peur. Et dire aux Martiniquais, vous avez des richesses qui n'ont jamais été évaluées. On a l'impression qu'on vous donne un chèque à distance, que vous êtes biberonné, etc., assisté, c'est pas vrai. Si on évalue les richesses des écosystèmes océaniques, écologiques, maritimes que nous apportons à la France, c'est presque le budget national que la France nous doit. Donc, on n'est pas dans ce rapport de force d'éthique, que vous savez qu'il y a un marché carbone, et que ce marché carbone tient compte de la valeur écosystémique que nous apportons de manière écologique à l'équilibre de la planète. Mais on tient compte de la présence océanique pour calculer ce marché carbone, pour que la France négocie ce marché carbone qui permet de dépenser, de ne pas dépenser, pour qu'on ait un équilibre entre ce qu'on apporte et ce qu'on détruit. Mais il n'y a jamais aucun retour pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie dans ce domaine-là. Et je répète que la Polynésie, en surface, est l'équivalent de l'Europe. Donc n'ayez pas peur non plus. Il faut absolument prendre conscience de nos richesses incroyables. Et à ce moment, préparer une révolution mentale qui consiste à être dans la République, tout en étant nous-mêmes capables de développer notre pays. Votre mandat s'arrête dans 3 ans à peu près 3 ans et demi? Oui, vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure, j'ai oublié de répondre. Je n'ai pas dit que j'abandonne quoi que ce soit. J'ai une mission, j'irai jusqu'au bout de ma mission. D'accord. Bon. Vous savez, mais il n'est pas question que je me représente aux élections. Je répète, aux élections, il n'est pas question. Les choses sont claires pour moi, 35 ans de vie. J'ai répondu à l'appel de Césaire il y a 35 ans de ça. J'ai longuement traîné avant de répondre à sa demande. J'ai fini par accepter. Je ne pense pas qu'on puisse me reprocher d'avoir pas défoncé ma vie, donné tout ce que je pouvais donner pour pouvoir servir le peuple martiniquais. Donc j'ai tout fait, y compris en brisant beaucoup de choses, et j'ai tout fait pour être à la hauteur. Bon. Bien entendu, qui nomme qui pas faire une erreur ou qui pas faire... Bon. Celui qui ne fait rien. Oui, c'est sûr que j'en ai fait. Mais revenir aux élections, ce serait avoir une attitude d'égoïste en pensant que personne ne peut vous remplacer. Non, il y a des jeunes Martiniquais. J'ai eu le plaisir, il n'y a pas très longtemps, d'écouter 2 très jeunes Martiniquais. J'étais très séduit. Des jeunes femmes, des jeunes hommes qui peuvent prendre le relais. Il faut leur donner la chance. Il faut simplement avoir l'esprit de sacrifice pour se sacrifier. Mais il faut pour aussi leur l'expérience. Donner l'espace. Monsieur le Président, il faut aussi de l'expérience. Eh oui, c'est comme ça. Hein, je sais. Mais si on fait ce raisonnement-là, on ne passe jamais la main.
La Martinique, de mon point de vue, vogue vers un idéal qui n'est pas aussi pessimiste qu'on veut le faire croire. Mais faudrait-il encore que tous nous participions, quelles que soient nos origines, nos couleurs de peau, etc. J'ai tellement fait d'appel à toutes les catégories sociales. Vous savez, je viens d'Inde, enfin pas moi. Je viens de découvrir l'origine de la première lettre chimique qui est arrivée, c'est une femme. Elle est arrivée à Perpignan, à Macouba. C'est une habitation. En 1870. À peu près cette date. Ma fille Céline, qui fait de la recherche là-dessus, je suis passionné par ça, à peu près en 1970. Elle est chimie. Il n'arrivait pas en bateau parce qu'elle était ni en matricule, ni mot matricule. Il s'est installé, elle a donné naissance à des enfants, dont mon grand-père. Et mon grand-père a donné naissance à mon père, qui est devenu gérant d'habitation. Et je suis né dans une Casanègre, au Gros Monde. Vous connaissez bien qu'elle couvre, non? Bien sûr. Bah, c'est là, mon par la matrone qui s'appelait ma grand-mère, Marie-Mi. D'accord. Exactement. Et il a couché maman moins en disant Casanègre. Et nous allons après Grand Case et nous vivons encore dans Casanègre. Donc je connais l'abîme. Je connais. Et ces traces que vous avez là jusqu'à 2-3 ans restent indélébiles. Mais ce n'est pas pour ça que je hais qui que ce soit. Je le dis, surtout pas ni béké, ni indien, ni kouli, ni nègre, ni arabe, tout le monde c'est monde. La seule chose, si on dit ça, passons à l'acte. Et installons ce qui n'existe pas encore en Martinique, concrètement, une nouvelle démocratie économique. Parce que si nous avons installé la démocratie, qui existe en Martinique, on ne peut pas dire comme ça, en Martinique c'est un pays dictateur, c'est pas vrai. Et que la France c'est un pays dictateur. Bon. Mais il faut installer une nouvelle forme de développement par l'accès de tous à toutes les possibilités d'initiative. Ce n'est pas le cas, parce que la structure coloniale est toujours hyper présente dans l'organisation de développement économique et crée des inégalités graves. Donc je dis à ceux qui sont possédants, lâchez pour ceux qui n'ont jamais eu pendant des siècles. Autrement, vous allez au suicide. Si on réussit ça, quelle que soit l'origine de la couleur de la peau, y compris nos frères et sœurs qui sont là-bas, y compris ceux qui vivent ici depuis un certain temps, quelle que soit leur couleur de la peau, qu'ils soient d'Haïti ou d'autres pays, ou qu'ils soient d'Europe, nous sommes là pour construire un pays. Et ça, si on réussit à faire corps, franchement, on sera certainement dans l'avant-garde du prochain millénaire. Parce que nous raisonnons à l'instant T. Aujourd'hui, l'immédiateté, ils bon ça, brais manger, ben comme ça. Mais nous ne raisonnons pas sur le futur parce qu'on est tellement égoïste. L'homme, je ne parle pas du Martiniquais, je parle de l'homme, on ne pense qu'à l'immédiateté de sa vie. Mais on ne se projette pas sur les 500 000 ans qui viennent. Qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui seront là lorsqu'on ne sera pas là? Un minimum de dignité et de fierté. Merci beaucoup pour cette émission, Monsieur le Président. Je vous ai retenu un petit peu longtemps, mais bon, il y a beaucoup de choses à vous demander et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir pour nous en dire d'autres. Merci pour l'invitation. Excusez-moi pour la fatigue, mais je suis un peu fatigué. Non, mais je comprends et je sais que vous êtes venu déjà, vous étiez déjà fatigué, vous avez quand même accepté cette invitation, donc je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous chez vous de nous avoir suivis longuement pour cette interview un petit peu... j'ai envie de dire différente, d'un grand homme martiniquais, M. Serge Letchimy, président du Conseil PCE, président du Conseil exécutif donc, de la Martinique. Je vous souhaite de passer un bon week-end, bonne fête à vous, c'est parce que la fête des pères, c'est dimanche. Oui. Donc, un petit peu en avance. Vous, chez vous, je vous souhaite à tous les papas de la Martinique une excellente fête. À bientôt sur Zouk TV. Bye bye.